Bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous pensez très certainement que mathématiques et musique n'ont pas grand-chose à faire ensemble. En effet, on pourrait penser que les mathématiques font plus partie du domaine de la logique, du pur calcul, et que la musique appartient plutôt au domaine du sensible, de l'émotion et surtout de la création. Mais détrompez-vous, car si on regarde, mathématiques et musique ont énormément de points en commun. D'ailleurs, si on remonte à la Grèce antique, Pythagore, qui est le premier théoricien de la musique, avait bien compris que les mathématiques étaient à la base de toute musique. Pour Pythagore, la musique fait partie, au même titre que l'arithmétique, la géométrie ou l'astronomie, des sciences mathématiques. Ça peut paraître étrange, mais Pythagore avait découvert deux choses fondamentales. Premièrement, que la base du son, c'était l'arithmétique. Deuxièmement, que l'harmonie était créée par un rapport entre nombres entiers. Alors, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu. Alors, pour l'onde sonore, elle ne peut pas se propager dans le vide. Il lui faut un milieu. Par exemple, l'air. L'exemple de ma voix que vous entendez dans cette vidéo. En réalité, en parlant, je crée une perturbation dans les molécules d'air qui va se propager de proche en proche jusqu'à l'appareil photo qui va enregistrer cette perturbation et donc retransmettre un son. Si on regarde le schéma que vous voyez ici, on voit que cette propagation se fait donc de proche en proche avec une alternance de zones de dilatation et de compression. Compression, c'est le moment où les molécules d'air sont les plus proches, c'est les zones les plus bleues, et dilatation, c'est là où il y a où la densité des molécules d'air est moins importante. Donc quand je fais résonner un diapason, l'instrument que vous voyez à votre gauche, qui va produire un La 440, la perturbation va se propager de proche en proche jusqu'à votre oreille et vous allez entendre ce son. Cette onde, elle a une vitesse de propagation. Dans l'air, ça dépend de la température, mais ça oscille entre 330 et 340 mètres par seconde. C'est évidemment extrêmement rapide. Mais cette onde, elle a aussi une fréquence. En effet, Pythagore avait découvert quelque chose. Si, par exemple, on fait sonner une corde qui donne un Do, ça nous donne donc un Do qu'on va trouver médium, disons. Si maintenant je bloque la moitié de la corde et que je fais sonner simplement la moitié d'une corde, je vais obtenir un Do plus aigu. Je vais obtenir le Do à l'octave. C'est-à-dire que entre le premier Do que j'ai fait sonner et le deuxième Do que je fais sonner, il y a 8 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est les notes de la gamme. Et Pythagore va appeler ce phénomène la hauteur. C'est-à-dire que pour lui, un son a différentes hauteurs. Il peut être plus ou moins grave. Aujourd'hui, on sait que la hauteur correspond à la fréquence du son. C'est-à-dire que si j'ai une fréquence très importante, mon son va être aigu. Si j'ai une fréquence beaucoup plus basse, mon son va être grave. Pythagore a d'ailleurs trouvé une relation qui permettait de trouver la fréquence. C'était F est égal 1 sur L. L étant la longueur de la corde. C'est-à-dire que la hauteur du son était inverse à la longueur de la corde. Ma longueur est longue, ma fréquence est petite, mon son est grave. Ma longueur est courte, ma fréquence est grande, mon son est aigu. Alors, aujourd'hui, on a des moyens un peu plus sophistiqués, on va dire, de connaître la fréquence. Donc,
si on regarde le premier graphique, qui représente l'onde sonore créée par un diapason, on voit qu'elle est périodique, ce qui signifie que le même motif se répète indéfiniment. Et on voit qu'elle se propage dans le temps, puisque en abscisse, on a l'échelle de temps. Donc si on s'intéresse à cette onde, on voit qu'un même motif se répète à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'un motif? C'est le temps qu'il faut pour un même point pour se retrouver dans le même état. Sur ce graphique, ça donne ceci. On a un motif qui fait un peu plus de 2 millisecondes. Ce motif, on va l'appeler la période temporelle. On va la noter grand T. Cette période temporelle, elle va beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la fréquence, c'est l'inverse de cette période temporelle. Soit F est égal à 1 sur T. D'ailleurs, si vous regardez maintenant la différence entre un son grave et un son aigu, je vous rappelle qu'un son grave a une petite fréquence exprimée en Hertz et le son aigu a une grande fréquence, elle-même exprimée en Hertz. On voit bien sur les deux graphiques que le son grave a une période temporelle qui s'allonge dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est longue, et que le son aigu, qui a une grande fréquence, a un motif qui se répète très rapidement. Regardez ces deux graphiques. Ici, on a réalisé le spectre en fréquence d'un son. C'est-à-dire qu'on a relevé les différentes fréquences qui forment un son. Sur le premier, le spectre en fréquence n'a qu'un seul pic. C'est le fondamental. C'est lui qui va donner la fréquence et donc la hauteur du son. Donc, sur un diapason, le La 440, c'est un La qui a pour fréquence 440 Hz. Et il n'y a qu'un seul pic. Seulement, vous voyez sur le graphique de droite que cette fois-ci, il y a plusieurs pics. Et bien ça correspond à un son complexe et pas un son pur comme celui du diapason. Alors qu'est-ce qu'un son complexe? Très sincèrement, c'est par exemple, on va demander à un piano de jouer le La 440. Et bien ça va donner un graphique comme celui-ci. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien tout simplement parce que le diapason et le piano n'ont pas le même timbre. C'est ça qui donne la différence entre les instruments. Un La joué par un piano, par un violon ou par un saxophone, vous n'allez pas l'entendre de la même manière. Vous allez entendre une différence. Et bien cette différence, c'est les pics qui la font, leur amplitude et leur nombre. Mais à quoi ça peut bien nous servir en musique?